Bonjour et bienvenue sur la chaîne DeepFab, la chaîne qui vulgarise la blockchain. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier Madame Nathalie Smolenski de m'avoir permis d'utiliser ses sources pour la vulgarisation de la blockchain. Je mettrai dans la description les liens de ses conférences et son LinkedIn pour celles et ceux qui souhaiteront la contacter. Aujourd'hui, nous allons parler de la société décentralisée. Nous allons toucher au cœur de l'organisation politique de l'histoire de nos sociétés humaines. Notre histoire commence par la Mésopotamie antique, traverse l'Égypte des pharaons, puis la Florence du XIVe siècle et s'arrête sur une histoire déjà millénaire du peuple micronésien des Yap. Cette étude nous permettra sur le long terme de dégager les prémices d'une réorganisation de nos sociétés qui, bon gré mal gré, continuent et continueront sans doute vers une mondialisation plus poussée et sans cesse intégrative. Comment sommes-nous arrivés à la blockchain? Il y a plusieurs façons de raconter cette épopée humaine. La nôtre commence avec la mémoire. C'est le désir de se souvenir de tout. Avoir la donnée à l'état brut, comme le diraient les professionnels de la donnée, une donnée dépouillée de toute subjectivité. Plusieurs civilisations sur la planète ont essayé de la conserver. Toutes sont des exemples d'ingéniosité. En Afrique par exemple, c'était le rôle des griots. Des livres vivants, de véritables bibliothèques qui gardaient l'histoire du clan ou du royaume et se les transmettaient de génération à génération, de parents à enfants. Ailleurs dans l'histoire, on a vu naître d'autres formes de conservation de la donnée. Chez les Incas, sur le continent américain par exemple, l'administration utilisait les fils de quipu. Ces fils étaient tissés ensemble et constituaient un modèle d'édition et de conservation de la donnée. Chaque fil représentait une chose différente. Cela pouvait être un certain type d'animal, un type de culture, une personne. Sur ces fils, on y voyait des nœuds. Quand bien même la méthode de lecture de ces instruments est aujourd'hui perdue, il est facile de s'imaginer ce que ces nœuds pouvaient représenter. Quantité d'hommes ou de femmes ou d'enfants dans un village, etc. Ailleurs encore au néolithique, en Mésopotamie, on y observe la naissance des premières pièces. Entre moins 10 000 et moins 4 500, le peuple mésopotamien commença à s'échanger des pièces. Chaque pièce avait une signification ou représentait quelque chose de différent. Ce pouvait être un service ou un bien particulier. Ce pouvait être par exemple une brebis, du blé, du maïs, un transport, etc. Ceci laissait présager la naissance de l'écriture, puisqu'à un moment, les pièces devenant encombrantes, il a fallu trouver un moyen de les transporter. Puis durant la même époque, naquit l'écriture. Bon, disons que cela ressemble plutôt à un dessin fait sur une ardoise en terre d'argile mouillée qui était ensuite séchée pour conserver l'inscription. L'inscription était composée, comme vous pouvez le voir, de la trace d'une pièce et des représentations du bien. Ici sur l'image, on pourrait par exemple deviner un épi, une personne. Toutes ces ardoises étaient conservées et constituaient un grand livre de comptable ou un grand livre de comptes. Puis de ces grands livres de comptes, on passa au XXVIe siècle avant Jésus-Christ à l'alphabet. Les Sumériens ont fait le pas dans ce sens-là, et cela n'a fait que faciliter les choses dans la mesure où sur une seule ardoise, on pouvait y écrire plusieurs livres de comptes. Mais les choses, comme nous pouvons le voir, ne se sont pas arrêtées là. Et heureusement, l'un des soucis de ces grands livres, c'était qu'une personne mal intentionnée pouvait changer les données, s'approprier des biens ou des choses qui ne lui appartenaient pas. Et pire, on n'arrivait pas souvent à s'expliquer la disparition des ressources pourtant présentes sur les livres de comptes. Une méthode fut inventée il y a 3700 ans en Égypte antique. Elle s'appelle comptabilité en partie double. Il y a un compte débité et un compte crédité. Cette méthode sera énormément utilisée par les États et plus tard par divers organismes.
Par exemple, au XIVe siècle, un marchand de Florence, une ville italienne, eut l'idée faramineuse de mettre par écrit, cette fois dans un livre de comptes, comme on peut se les représenter aujourd'hui, ses entrées et sorties d'argent personnel et liées à ses affaires. Il s'appelait Peppo degli Albizzi. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui par les États, les organismes et entreprises privées. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec la blockchain? Eh bien, c'est une question de centralisation de pouvoir. L'anthropologiste Claude Lévi-Strauss l'a si bien rapporté dans ses études sur les tribus d'Amazonie. En effet, Lévi-Strauss se rend compte que finalement, les différents livres de comptes gravitent autour d'un pouvoir central. Et ce pouvoir, aujourd'hui, c'est l'État. La vaste majorité de l'humanité a pendant longtemps été illettrée. Seuls ceux qui avaient le pouvoir de déchiffrer les Écritures étaient capables de déchiffrer l'histoire et de diriger le reste de leurs semblables. Et pour ce faire, les États formés autour d'un souverain enseignaient et envoyaient sur le terrain, dans les provinces les plus éloignées, des fonctionnaires ayant pour mission de travailler à la conservation du pouvoir central. Et depuis lors, les choses n'ont pas véritablement changé. Cependant, dans cette centralisation de pouvoir, a émergé une société au code d'organisation qu'on pourrait juger singulière, tant leur originalité est sans égale. C'est une blockchain humaine qui a existé en plein Pacifique et qui existe encore aujourd'hui. Cette blockchain atypique est constituée et était constituée à l'époque de nœuds spéciaux composés d'humains, des hommes et des femmes. Il s'agit de l'île de Yap. En effet, dans l'île de Yap, les transactions et les échanges étaient basés sur des blocs de pierres circulaires de plusieurs tonnes. Ces pierres étaient une mesure de richesse et étaient gardées là pendant plusieurs longues années. Cependant, ces pierres pesaient plusieurs tonnes parfois. Elles ne pouvaient donc être déplacées pour être données en échange, comme ce fut le cas des pièces dans la Mésopotamie antique. Alors, pour se rappeler à qui chaque pierre appartenait, tout le village devait mémoriser mentalement qui avait échangé sa pierre, la date de l'échange et qui était le nouveau propriétaire. Tout le village gardait en mémoire une liste des transactions, le contenu de la transaction, les acteurs de la transaction et la date de la transaction. À titre d'exemple, ces transactions pouvaient être des titres fonciers, une créance, une dette, etc. S'il apparaissait un conflit entre deux personnes, il était facile de vérifier les différents livres contenus dans la mémoire collective. Ceci était un gage de confiance dans la société, permettait la portabilité et le partage rapide de l'information, ainsi que sa mise à jour au quotidien au sein des villages. De ce fait, il est facile de s'imaginer une localisation des transactions, une sécurité des productions et une justice sociale garantie par un consensus général. Et pourtant, la société des Yap avait des chefs au pouvoir centraux. Aujourd'hui encore, cette monnaie est valide sur l'île et la valeur des pierres est toujours d'actualité. De nos jours, on peut comparer cette tradition de transaction des Yap à la blockchain, par exemple la blockchain Bitcoin. Le Bitcoin joue le rôle des pierres Yap et comme chaque pierre Yap, le Bitcoin peut être transféré en totalité ou divisé selon les besoins. Une fois que la transaction Bitcoin est faite, tous les membres du village Bitcoin, si on peut ainsi s'exprimer, gardent en mémoire les données sur la transaction. Il s'agit de la date, de l'heure de la transaction, des acteurs qui ont pris part à la transaction, du montant, etc. Cette mémoire du Bitcoin, comme dans le cas du peuple des Yap, est un grand livre de compte collectif. Le fait que tous les membres du village Bitcoin savent à qui chaque Bitcoin appartient fait régner la confiance collective. Ainsi, il ne peut y avoir de corruption ni de détournement de fonds au sein de la blockchain sans que cela ne soit connu par toute la communauté de la blockchain Bitcoin. Dans notre société actuelle qui a besoin de renouveau, la blockchain constitue une innovation fondamentale. C'est une technologie qui va permettre une décentralisation du pouvoir de l'État vers les particuliers tout en renforçant la démocratie. On assiste alors à la naissance d'une souveraineté personnelle. Nous sommes déjà à la fin de notre vidéo et nous vous remercions d'avoir fait ce petit chemin avec nous. Nous attendons vos commentaires et suggestions pour l'amélioration de la chaîne. Vous trouverez dans la description toutes les sources ayant servi à la création de cette vidéo. Sur ce, nous vous disons das vidania.